Le plus gros problème pour le Hamas, c'est leur chance. Ils réussissent plus qu'ils ne peuvent gérer. Ainsi, en 2006, ils ont remporté les élections, même s'ils ne voulaient pas réellement devenir majoritaires. Ils se sont juste retrouvés à penser « Oh, nous sommes un gouvernement maintenant, alors que devons-nous faire ?» Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. En 2007, lorsqu'ils ont attaqué le Fatah et les forces de l'autorité palestinienne, ils avaient l'intention d'éliminer juste une partie du Fatah, la sécurité préventive entre autres. Ils voulaient maintenir la coopération avec les autres factions, mais ensuite ils ont pris le contrôle de la bande de Gaza de manière inattendue et ont pensé « Que devons-nous faire maintenant ?» Ils ne voulaient pas de cela. Le 7 octobre, je crois que le Hamas voulait éliminer les brigades de Gaza, qu'ils avaient toujours menacé de le faire, et prendre peut-être 20 otages, 30 tout au plus. Mais ils se sont retrouvés avec plus de 200, y compris des civils, et il y a eu de nombreuses victimes, tant civiles que militaires. C'était un niveau de succès qu'ils n'attendaient pas. Ainsi, alors que les intentions du Hamas sont claires, l'étendue de leur succès est un problème pour eux. C'est le gros problème. Et c'est pourquoi je pense que le Hamas n'avait pas anticipé de réussir à ce point. Bonjour à tous. Ici Pascal de Neutrality Studies. Aujourd'hui, je parle avec le Dr Abdelhadi Alishla, un chercheur palestino-suédois basé à Stockholm. Il étudie comment les acteurs armés non gouvernementaux négocient le pouvoir et la légitimité dans la société. Il est l'auteur de La gouvernance rebelle au Moyen-Orient et La confiance dans les sociétés divisées, les institutions étatiques et la gouvernance au Liban, en Syrie et en Palestine. À la lumière des événements horribles qui se déroulent à Gaza, je souhaite discuter avec lui du rôle du Hamas. Nous allons explorer ce que ce groupe est, ce qu'il représente, ce qu'il veut, et comment les événements actuels vont probablement façonner la société palestinienne à l'avenir. Abdelhadi, je vous remercie beaucoup de vous joindre à moi. Merci Pascal. Tout d'abord, nous n'avons fait qu'effleurer le sujet, mais ce qui se passe actuellement dépasse l'entendement. Si je ne me trompe pas, vous venez de Gaza et vous y avez de la famille. Ainsi, la violence continue vous touche directement. Parlons de Hamas, que vous avez étudié en profondeur. Quel est ce groupe? D'où vient-il? Et en quoi est-il lié à d'autres institutions comme l'OLP ou le Fatah? Pourriez-vous nous donner un aperçu? Le Hamas est un acteur sous-estimé, si nous voulons le définir dès le début. Il a commencé comme une réaction à l'échec des gauchistes arabes et des nationalistes arabes à la fin des années 70. Après la guerre de 1967, lorsque Israël a pris le contrôle de la péninsule du Sinaï, des hauteurs du Golan en Syrie, de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, il y avait chez les Palestiniens et les Arabes le sentiment que les gauchistes n'avaient rien accompli. Suite à la révolution islamique, les gens ont commencé à penser « Pourquoi n'avons-nous pas quelque chose de semblable ?» Le sentiment de l'époque était davantage tourné vers la doctrine islamique, soulignant la nécessité du djihad et un retour à l'observance de l'islam et de ses règles pour remporter la victoire. À la fin des années 70 et au début des années 80, un groupe de sympathisants des frères musulmans en Égypte a commencé à se rassembler. Le Hamas est apparu en opposition au Fatah, qui était laïque et nationaliste. Dans la société palestinienne, en particulier à Gaza, il y avait une tension entre les deux groupes sur qui pouvait mobiliser le plus de soutien. C'est alors que le Hamas a commencé à se mobiliser de manière informelle et a commencé à prendre forme. Plus tard, ils ont étendu leur présence aux organisations de la société civile et aux organisations caritatives. Ils ont créé leur première organisation de la société civile, Al-Mujama al-Islami, à Gaza. Le Hamas a créé un nouveau phénomène dans la société palestinienne en tant qu'acteur non étatique,
un groupe ou un réseau d'organisations de la société civile, et en tant que prestataire de services. Ces organisations ont par la suite établi des écoles, des centres de soins de santé, et ainsi de suite. Cependant, lorsque les accords d'Oslo ont été signés et la première intifada terminée, le Hamas disposait à peine d'armes. En fait, l'aile militaire du Hamas a été établie au début des années 90, donc ils n'ont pas eu l'opportunité d'être militairement actifs. Néanmoins, ils ont été efficaces de différentes manières et ont établi leur aile militaire pendant cette période. Mais en 1993, l'autorité palestinienne, dirigée par le Fatah, a réprimé le Hamas, tuant des dizaines et torturant des centaines. En 1999, qui était l'année où les accords d'Oslo devaient se conclure en septembre et où l'État palestinien était censé être créé sur la base de la solution à deux États, le Hamas était très affaibli. Ils avaient peu de membres, peut-être juste des centaines, qui étaient inactifs. Leurs principales activités se limitaient à distribuer des tracts sur l'islam, le bon comportement et quelques déclarations politiques dans les mosquées, mais ils n'étaient pas activement engagés dans d'autres activités. Nous discutons ici du fait que le Hamas n'est pas membre de l'OLP, qui est reconnu internationalement. Il est nécessaire de redéfinir le terme de communauté internationale, car il n'est pas clair s'il se réfère uniquement à l'Occident ou à tous les pays du monde. L'OLP est reconnu comme le représentant légitime des Palestiniens à l'échelle mondiale. Cependant, le Hamas et le djihad islamique ne font pas partie de l'OLP. Cela conduit à deux agendas différents au sein de la lutte palestinienne. L'agenda du Fatah, qui dirige l'OLP et qui jouit actuellement d'une très faible confiance parmi les Palestiniens, et l'agenda du Hamas. Le Hamas soutient qu'ils ont essayé divers moyens, y compris les accords d'Oslo et les efforts de paix, mais qu'ils n'ont rien obtenu. Par conséquent, ils estiment qu'il est nécessaire de poursuivre le djihad islamique ou la lutte armée sous diverses formes. Le Hamas insiste sur le fait que, puisqu'ils se trouvent sur la terre palestinienne, spécifiquement à Gaza, ils ont le droit de se battre pour leur cause. Il est important de noter que le Hamas n'est pas simplement un parti politique. Ils ont remporté la majorité aux élections de 2006 à travers un processus très démocratique. En fait, les observateurs électoraux internationaux ont considéré les élections palestiniennes de 2006 comme l'une des plus propres au monde. Oui, Jimmy Carter était l'un des observateurs, n'est-ce pas? Jimmy Carter était là avec quelques centaines d'Européens. C'était l'une des élections les plus propres au monde et le Hamas a gagné. Cependant, l'Union européenne, les Américains et Israël ont boycotté le gouvernement palestinien formé par le Hamas. Ils ne leur ont pas donné même $1 américain. Il y a beaucoup de discussions sur YouTube sur le fait que le Hamas aurait en réalité été aidé par Netanyahou et Israël pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Y a-t-il une crédibilité à cela? Quelle était la dynamique entre eux? Je crois qu'Israël avait également pour objectif de saper l'OLP, et le Hamas était d'une certaine manière l'ennemi de l'OLP. D'accord. Netanyahou est arrivé au pouvoir pour la première fois en 1996. Dès qu'il l'a fait, il a ouvert ce que nous appelons le Nafag, un tunnel sous la mosquée Al-Aqsa, ce qui était considéré comme une ligne rouge. Puis, Arafat, à cette époque, a donné le feu vert pour ce qui pourrait être décrit comme une mini-intifada qui a duré quelques jours. Durant cette période, 88 Palestiniens et environ 16 Israéliens ont été tués. L'objectif de Netanyahou dès le début était de saper la solution à deux États. C'était le début. Pendant le début des années 90 et même jusqu'à la seconde intifada, l'objectif du Hamas n'était pas une solution à deux États, mais plutôt la totalité de la Palestine. Cela s'alignait avec les actions de Netanyahou. Netanyahou diabolise le Hamas depuis longtemps. Diaboliser comme les dépeindre comme maléfiques. Satanizing from Satan. Yeah, which is a term that's demonizing it. the evil
En diabolisant cela comme le mal du monde, Netanyahou, en renforçant le Hamas, perpétue la critique selon laquelle il n'y a pas de partenaire pour la paix dans la société palestinienne. Ce faisant, il maintient ces critiques vivantes, mais affaiblit également l'autorité palestinienne, dirigée par le Fatah et l'OLP. L'autorité palestinienne est maintenant si faible qu'elle a perdu la confiance. Si des élections avaient lieu aujourd'hui, l'autorité palestinienne, le Fatah ou l'OLP ne remporteraient pas la majorité. De l'extérieur, il peut sembler que Netanyahou aide le Hamas, mais en y regardant de plus près, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Il sape en réalité la possibilité d'une solution pacifique à deux États entre Israël et la Palestine. Mais il existe une dynamique classique dans les conflits où les colombes des deux côtés veulent coopérer, tandis que les faucons des deux côtés finissent par coopérer parce qu'ils partagent la même stratégie de résolution de problèmes. Ils veulent éliminer l'autre camp. En conséquence, ils s'aident presque mutuellement en fournissant les moyens d'escalader le conflit afin qu'ils puissent avoir leur guerre. Est-ce un exemple de cela? Pas vraiment, car le Hamas a déjà, en 2017, accepté une solution à deux États. Ainsi, le Hamas a modifié sa charte en 2017 en supprimant la partie appelant à l'élimination d'Israël et ils ont retiré tous les articles qui pourraient être interprétés comme antisémites. Ils ont supprimé tous ces articles de leur charte. Par conséquent, en principe, le Hamas n'est pas contre une solution à deux États. Un point intéressant qui a été négligé est le discours du chef de l'aile militaire du Hamas, Mohamed Al-Daif, le 7 octobre. Étonnamment, il a cité le droit international, le droit humanitaire international et les résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale des Nations unies concernant la Palestine. Il a déclaré que leurs actions sont basées sur les résolutions internationales et conformément au droit humanitaire international, ainsi que sur la lutte pour la liberté de la Palestine. Ce point n'a pas été largement rapporté, même s'il l'a mentionné à plusieurs reprises. Sur cette base, il s'agit d'une reconnaissance informelle de la solution à deux États, des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et des résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies. De plus, Haniyeh lui-même, dans plusieurs de ses discours, y compris un discours hebdomadaire depuis le début de ce qu'il appelle un génocide, a déclaré que le Hamas respecte le droit international et les résolutions des Nations unies. Donc, nous parlons de quelque chose qui n'est pas analysé. Qui sont ces gars? Pourquoi font-ils cela? Et s'ils sont d'accord sur les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies, pourquoi ne leur parlons-nous pas? Nous avons donc une situation où les acteurs politiques ont plusieurs options, n'est-ce pas? Parfois, ils mentent effrontément, regardant droit dans la caméra. D'autres fois, ils racontent des mensonges pieux, évitant la vérité. Et parfois, ils croient sincèrement ce qu'ils disent et adhèrent à un récit différent. Alors, que se passe-t-il ici? Je dois vous poser cette question. Si le leader du Hamas invoque le droit international et le droit humanitaire international pour justifier les actions du 7 octobre, comment cela a-t-il du sens? Attaquer des civils est dans toutes les circonstances un crime de guerre et un crime contre le droit humanitaire. Alors, qu'était le 7 octobre? Comment réconciliez-vous cela? Oui, pour moi, attaquer des civils est condamnable. Tous les civils devraient être protégés. Je suis de Gaza et ma famille souffre. J'ai de nombreux amis et parents là-bas, mais attaquer des civils est impardonnable, peu importe qui le fait. Cependant, cela ne justifie pas de commettre un génocide. Pour clarifier, les dirigeants du Hamas ont déclaré à plusieurs reprises que le Hamas avait initié le conflit à ce moment-là. En tant que chercheur qui s'oppose à l'islam politique depuis 2007, j'ai fait l'objet de critiques de la part du Hamas à Gaza pour mes recherches et mon activisme. Je suis contre l'islam politique et la manière dont le Hamas contrôle Gaza.
Dans un État démocratique, ils pourraient partager le pouvoir après des élections, mais leur contrôle absolu sur Gaza n'est pas quelque chose que je soutiens ou considère comme démocratique. Je tiens à préciser que je ne sympathise pas avec le Hamas en tant que parti politique. Nos idéologies sont différentes. En tant que spécialiste de l'examen des actions du Hamas, j'ai étudié leurs agissements de près. Le 7 octobre, le Hamas a ciblé 8 bases militaires. Il y avait également des kibbutzim à proximité, mais ils n'étaient pas les cibles visées. La direction du Hamas, y compris un dirigeant au Liban et peut-être Haniyeh dans son discours initial, l'a clairement indiqué. Ma compréhension provient de la lecture de sources d'informations en hébreu, d'articles, de reportages d'investigations de New York et d'autres, que je traduis ensuite en arabe. De plus, je prête attention aux rumeurs au sein de la société palestinienne. Le 7 octobre, l'objectif était de cibler ces bases, en particulier les brigades de Gaza qu'ils visaient à détruire. Fait remarquable, les brigades de Gaza se sont complètement effondrées en 2 heures. À la suite de cela, il y a eu un festival qui a pris le Hamas et ses combattants par surprise. Lorsque les combattants sont arrivés, ils ont fini par tuer des civils, ce qui n'était pas leur intention. Par la suite, des chars israéliens, l'armée et des hélicoptères ont répondu, comme rapporté, en attaquant à la fois le Hamas et les civils. Un autre point à noter est qu'il y avait environ 200 membres du Hamas qui auraient désobéi aux ordres, selon ce qui a été dit à Gaza. Votre interprétation est que l'aile militaire du Hamas a tenté une attaque ciblée, mais il y a eu des éléments imprévus. Cela a été suivi par des contre-attaques de l'IDF, et il y avait des militants qui n'ont pas obéi ou qui faisaient partie de différents groupes. Cela a abouti à un massacre. That led to the slaughter. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Un leader du Hamas a déclaré que de nombreux militants avaient désobéi aux ordres. Ils ont pris des otages civils. Suite à l'effondrement de l'armée israélienne, d'autres groupes militants palestiniens ont vu une opportunité. Le djihad islamique s'est joint à l'action, ainsi que l'aile militaire du Fatah. Puis il y a eu les comités de résistance nationale. Le djihad islamique est plus organisé, mais le Fatah et les petits groupes ne le sont pas. Ils manquent de hiérarchie et d'ordre strict. Ils ne respectent pas les règles de la guerre ou les règles d'engagement. Ces groupes ont commis des crimes. Ils ont tué des civils. Je déclare qu'ils ont commis des crimes contre des civils basés sur les règles d'engagement et le droit international. Cependant, cela ne devrait pas être vu comme équivalent à ce qui s'est passé à Gaza, par exemple, le 7 octobre. Comparable to what's been happening in Gaza, for example. No. Or the appropriationality of the reaction. Non, en ce qui concerne la pertinence de la réaction, il y a eu des crimes ciblés contre des civils. La majorité des personnes tuées le 7 octobre étaient des civils, et elles n'ont pas été tuées délibérément. Pour être clair, par exemple, il y a des rapports de femmes violées et tuées. Nous avons maintenant des preuves, y compris des vidéos, montrant que certaines femmes ont été tuées, mais il n'y a eu aucun cas de viol, ce qui contredit les mensonges brutaux propagés par la propagande israélienne. Concernant les nourrissons, le New York Times et Haaretz ont rapporté qu'il n'y avait qu'un seul bébé tué, et il n'est pas clair qui était responsable, car cela s'est passé à Be'eri. À Be'eri, des chars israéliens ont tiré sur des maisons et des bâtiments où le Hamas et d'autres groupes se réfugiaient. Nous avons des preuves qui contredisent les affirmations selon lesquelles le Hamas était responsable de certaines actions. Les preuves montrent clairement qu'il y a eu des mensonges propagés par l'armée israélienne, et cela a été confirmé. Les Palestiniens l'affirment depuis de nombreux mois, de nombreuses semaines, mais les gens ne croient souvent pas les Palestiniens jusqu'à ce que des médias comme Haaretz, le New York Times ou le Washington Post le confirment. Until Haaretz or the New York Times or Washington confirm that. C'est aussi parce que les événements du 7 octobre doivent être dépeints comme horribles
afin de justifier le génocide contre les Palestiniens. C'est le récit entier utilisé pour expliquer pourquoi cela se produit. Cependant, une autre partie du récit est qu'Israël ne cible pas les civils palestiniens. Israël prétend combattre le Hamas, qui utiliserait prétendument des boucliers humains. En conséquence, nous avons toutes ces victimes. Et je veux dire, c'est absolument stupide et idiot de croire que ce niveau de violence est justifié. Mais pourriez-vous peut-être parler de la relation entre le Hamas et la société palestinienne en général, en particulier dans la bande de Gaza? Comment sont-ils connectés ou ne le sont-ils pas? The problem here with the word is now talking about 7th of October as a milestone. Permettez-moi d'abord de préciser que nous avons parlé du 7 octobre 2023. Maintenant, nous faisons référence au 7 octobre comme une date significative ou un tournant. Mais qu'en est-il du 7 octobre 1948, ou du 7 octobre 1949, ou du 7 octobre 1950, ou du 7 octobre 2017, ou du 7 octobre 2018, ou du 7 octobre 2000. En fait, laissez-moi vous raconter une histoire. Le 10 octobre 2000, j'ai failli mourir parce que j'étais dans une école et j'ai été touché par une balle en caoutchouc près de mon oreille. C'était en 2000 et me voici en train de vous parler 23 ans plus tard. Alors, qu'en est-il du 7 octobre 1996? Pourquoi sommes-nous si concentrés sur le 7 octobre 2023? Est-ce parce que pour la première fois, les Palestiniens, ou le Hamas en particulier, ont attaqué? Cela est remarquable. Cela vaut la peine d'être étudié. Qui valorisons-nous davantage? Et vous savez, pour tous les 7 octobre de 2023, 1967 ou même 1948, la majorité, 99% des Palestiniens qui ont été tués, étaient des civils. Pourtant, personne n'en parle. Si nous devions enquêter sur le nombre de massacres commis par les gangs israéliens avant 1948, puis par l'armée israélienne par la suite, en octobre, nous trouverions des milliers de Palestiniens tués. Prenez le massacre de Deir Yassin, par exemple. Ce genre de massacre doit également être mentionné. Absolument. Ainsi, l'importance du 7 octobre ici mérite d'être discutée. Si nous continuons à en parler comme d'une étape importante, cela deviendra un sujet sensationnel pour la propagande israélienne. It will be a sexy topic for the Israeli propaganda, and it will try to cover what the Israeli doings in the Gaza. La discussion couvrira ce que font les Israéliens dans la bande de Gaza. Nous sommes le 7 octobre, et le principe qui doit être examiné sous différents angles est clair. Ces perspectives devraient inclure à la fois les côtés palestiniens et israéliens. Le principe fondamental est qu'aucun civil ne devrait être tué, aucun civil ne devrait souffrir, et aucun civil ou enfant ne devrait être déshumanisé. Ces principes devraient nous guider lorsque nous considérons les événements du 7 octobre. Concernant votre question, j'ai déclaré à maintes reprises que Gaza n'est pas un groupe homogène. Les gens voient souvent Gaza de cette manière, ce qui est incorrect. À Gaza, il y a des individus laïcs, des islamistes conservateurs, des islamistes politiques, des soufis et des chiites, qui sont une très petite minorité. Il y a aussi des personnes éduquées. En fait, Gaza a l'une des populations les plus hautement éduquées au monde. Beaucoup ne sont pas conscients qu'elle possède le plus grand nombre de doctorats et de maîtrises par habitant au niveau mondial. Le taux d'alphabétisation à Gaza est de 99,6%, ce qui signifie que presque tout le monde sait lire et écrire. La population comprend des travailleurs des zones urbaines et rurales. La majorité des Gazaouis sont des réfugiés de diverses villes qui sont maintenant en Israël, mais qui faisaient historiquement partie de la Palestine. De plus, certaines personnes sont revenues de la diaspora dans des pays comme la Tunisie et le Liban en 1994 avec Arafat. Les Palestiniens viennent de divers horizons, y compris de descendance africaine et de différentes orientations. La bande de Gaza est comme un jardin avec des dizaines de fleurs différentes. Il y a des gens qui veulent un règlement pacifique et une coexistence à travers une solution à 2 États. D'autres croient en une solution à un seul État, tandis que certains soutiennent la lutte armée.
Il y a aussi ceux qui souhaitent que le processus de paix se poursuive et certains qui veulent émigrer. Cependant, ils sont tous d'accord pour dire que la situation actuelle doit cesser. Les Palestiniens ne peuvent pas rester sous le contrôle militaire d'Israël. Il est inacceptable qu'en 2023, un officier israélien ait le pouvoir d'accorder ou de refuser la permission aux Palestiniens de chercher un traitement médical, de voyager à l'intérieur de la Cisjordanie ou même d'aller à l'étranger. Il est difficile de croire que l'armée israélienne doit approuver si quelqu'un veut changer d'adresse ou construire une maison à Gaza. Depuis 2014, même sous le règne du Hamas à Gaza, qui n'est pas sous occupation, vous devez vous inscrire pour reconstruire votre maison et l'armée israélienne doit examiner votre demande. C'est absolument insensé. La situation était déjà démente avant le bombardement massif de la zone la plus densément peuplée de la Terre, et elle l'est encore plus maintenant. Ce que je n'arrive pas à comprendre, ce sont les dynamiques qui conduisent à un consensus des deux côtés, selon lequel tuer des civils et des bébés est inadmissible. Et pourtant, des civils et des bébés continuent d'être tués tout le temps. Ce cycle de violence ne fait que perpétuer le massacre. Alors, concernant le Hamas, quel était le but recherché avec cette action? Je comprends que lors des manifestations pacifiques, il y a 2 ans, 200 Palestiniens ont été tués, alors qu'ils protestaient pacifiquement de leur côté de la barrière. Donc je comprends quand les gens disent qu'il faut recourir à la lutte armée. Mais quel était l'objectif ici? Cela a été largement spéculé, et cela ne conduit qu'à toujours plus de carnage. La prochaine question viendra plus tard. En 2018, il y a eu la marche du retour, et Israël a tué 300 Palestiniens, dont environ 100 en une seule journée. C'est un sujet sombre. Depuis lors, le Hamas a juré de tuer le général qui a donné l'ordre et qui en était même fier. Il est même allé dans les médias et a dit « Je suis celui qui a donné l'ordre de tuer ces gens ». Le 7 octobre, le Hamas l'a pris pour cible. Ils l'ont soit tué, soit pris en otage. Je ne suis pas certain des détails, mais ils lui ont définitivement fait quelque chose. Ce jour-là, le Hamas visait spécifiquement des officiers militaires par leur nom, des hauts gradés. C'est un fait intéressant, compte tenu des capacités du Hamas à cette époque. Le Hamas voulait transmettre 2 messages avec cette action. D'après ce que nous avons entendu des gens sur le terrain, et cela a été rapporté dans la première semaine avant l'opération terrestre, Israël se préparait à une frappe contre le Hamas qui pourrait potentiellement mettre fin à l'organisation. Je transmets leurs paroles, puisque je n'ai pas de contact direct, mais c'est ce qu'ils ont dit à Gaza, ils voulaient frapper les premiers. Ils ont utilisé la métaphore « Nous voulions les manger pour le déjeuner avant qu'ils puissent nous manger pour le dîner ». Pour eux, c'était donc une frappe préventive. L'une des choses que je ne comprends pas, c'est que lorsque l'on regarde les frappes militaires qu'Israël mène, il est assez clair qu'en tant que politique, il tue au moins 10 fois plus de Palestiniens que n'importe quelle attaque du Hamas. Cela a été le cas au cours des 30 à 40 dernières années. Alors, quand j'ai entendu dire qu'environ 1200 Israéliens étaient morts, j'ai pensé, mon Dieu, cela coûtera au moins 14 000 vies palestiniennes, si ce n'est plus, parce que c'est juste le schéma. C'est ce qui se passe, et c'est exactement ce qui se déroule. Alors, comment le Hamas pourrait-il croire que cela aiderait de quelque manière que ce soit les habitants de Gaza? Cela fait évidemment le contraire, et je ne les blâme pas. Je constate simplement ce qui se passe. Eh bien, c'est l'une des critiques en fait. Si vous allez faire grève, pourquoi ne pas nous le dire pour que nous puissions nous préparer? Je veux dire, nous connaissons la réaction israélienne. Mais pour le Hamas, et je spécule ici, ils voulaient réaliser cette frappe non pas juste pour le plaisir, mais parce qu'ils ne veulent pas perdre leur pouvoir.
Ils savent que les Israéliens arrivent. Au cours des 2 ou 3 dernières années, de nombreuses analyses ont suggéré qu'Israël planifie de nettoyer ethniquement les Palestiniens de Gaza. Il y a des rapports à ce sujet et ils indiquent qu'Israël agira selon ses plans. Ainsi, le Hamas voulait frapper avant qu'Israël ne le puisse. D'autres disent que s'il reste silencieux, personne ne se souciera. Ils subissent le siège, Israël l'impose. Les gens à Gaza meurent de maladies et du manque de traitement médical. Les jeunes meurent sur des bateaux pour l'Europe en essayant d'atteindre d'autres endroits. Les gens meurent de suicides et d'homicides à Gaza. Donc cette situation ne peut pas continuer. Pour le Hamas, la seule voie est de passer à l'action. Ils disent, soit vous nous tuez tous de cette manière, soit nous trouvons une solution. Ils voulaient adopter une stratégie similaire à celle de Sadat en 1973. Il a commencé la guerre en sachant qu'il pourrait gagner dans certaines zones, mais qu'il ne gagnerait jamais sur Israël pour récupérer tout le Sinaï, par exemple. Mais il voulait accomplir quelque chose. Alors il a initié les négociations de paix. C'est possiblement ce qu'était la stratégie du Hamas. Mais ils ne connaissaient pas l'étendue de leur succès. Le problème pour le Hamas, et c'est ainsi qu'on le dit, c'est leur chance. Ils réussissent plus qu'ils ne peuvent gérer. En 2006, ils ont remporté les élections, même s'ils ne voulaient pas réellement être la majorité. Ils se sont juste retrouvés à penser « Oh, nous sommes un gouvernement maintenant, alors que devons-nous faire ?» Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. En 2007, lorsqu'ils ont attaqué le Fatah et les forces de l'autorité palestinienne, ils avaient l'intention d'éliminer juste une partie du Fatah, la sécurité préventive entre autres. Ils voulaient maintenir la coopération avec d'autres factions. Mais ensuite, ils ont soudainement pris le contrôle de la bande de Gaza et ont pensé que devons-nous faire maintenant. Ils ne voulaient pas cela. Le 7 octobre, je crois que le Hamas voulait éliminer les brigades de Gaza, qu'ils avaient toujours menacé de le faire et prendre peut-être 20 otages, 30 tout au plus. Mais ils se sont retrouvés avec plus de 200, y compris des civils, avec beaucoup de tués, tant civils que militaires. C'était un niveau de succès qu'ils n'attendaient pas. Ainsi, alors que les intentions du Hamas sont toujours claires, l'étendue de leur succès est un problème pour eux. C'est le gros problème. Et c'est pourquoi je pense que le Hamas ne s'attendait pas à réussir à ce point. Hamas didn't expect that they will succeed to this extent.